Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Federica Van Ingen, auteure de « Et si la Terre parlait ?» 8 principes de vie inspirés des peuples racines, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Chers auditeurs, avez-vous déjà réfléchi à la profondeur des connexions que nous avons perdues avec la nature et comment cela affecte notre bien-être global? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Federica Van Ingen, auteure du livre « Et si la Terre parlait ?» Federica nous avait déjà honoré de sa présence sur Blooming You pour parler de son livre « Ce que les peuples racines ont à nous dire ». Aujourd'hui, elle revient pour nous présenter son ouvrage, son dernier livre. Federica partage les enseignements des peuples racines, nous guidant ainsi vers une reconnexion avec la nature. Dans ce podcast, nous allons ensemble explorer les 8 principes de vie qu'elle propose, leur pertinence et comment les intégrer concrètement dans notre quotidien pour une transformation profonde et durable. Afin de mieux comprendre ces liens essentiels et découvrir comment les restaurer, nous recevons aujourd'hui Federica Van Ingen, auteure du livre « Et si la Terre parlait ?» Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Federica, bonjour. Bonjour Amal. Vous êtes journaliste santé et vous avez énormément écrit sur les peuples racines. Comment s'est fait cette rencontre avec les peuples? Alors, pour moi, ça a été d'abord la recherche de sens qui, je pense, m'a guidée vers ce métier de journaliste, où je me suis intéressée à l'écologie d'abord, puis à la santé, puis à la psychologie, au développement personnel, tous ces espaces où on essaie de comprendre ce qui est vivant. Et puis, au fil de ces explorations, un jour, j'ai rencontré des personnes qui étaient en lien avec ces peuples. Alors, j'en avais rencontré des peuples au fil du temps, mais j'avais enregistré qu'ils avaient un regard différent sur le monde et que c'était intéressant de se dire, tiens, il y a des humains qui voient les choses complètement différemment, mais bon, voilà, il y avait le chemin d'ici. Donc, j'avais laissé passer tout ça. Et puis, un jour, j'ai eu une sorte de concours de circonstances de plusieurs personnes que j'ai rencontrées en lien avec ces peuples. Et là, ça a vraiment ouvert une porte en moi. Je me suis dit, mais en fait, ils ont les réponses à toutes les questions que je me pose depuis longtemps. Donc, c'est comme ça que je me suis penchée vraiment sur ces sagesses, ces savoirs, à travers des personnes qui étaient en lien avec eux, qui ont vécu 10 ans, 20 ans avec eux. Donc, il y a eu le temps de changer vraiment leur regard, leur posture au monde et de ramener quelque chose de ce qu'ils ont compris chez ces peuples-là, chez nous. Après, j'ai rencontré aussi des représentants de ces peuples, mais je dirais que ma rencontre, elle est d'abord intérieure, en fait, avec ces philosophies. C'est-à-dire, j'explore ce qui vient résonner en moi et ce qui m'amène des réponses sur le sens de ma propre vie, quelque part, et de ce que c'est qu'être un humain. Parce qu'il nous amène vraiment au cœur de cette question-là, c'est quoi être humain? Alors, c'est quoi être humain au sens, effectivement, de la philosophie de ces peuples? Être humain, c'est être un pont entre le ciel et la terre. C'est être des gardiens de l'équilibre. Il y a vraiment cette vision-là qu'on retrouve autant chez les Maasai que chez les Navajo d'Arizona, que chez les Kogi de Colombie, que chez les Lakota d'Amérique du Nord. On le retrouve un peu partout, cette idée que l'humain a une responsabilité de préserver les équilibres du monde vivant dans lequel il est. Peut-être que même son intelligence est un peu destinée à comprendre comment fonctionnent ces équilibres et à essayer de les maintenir pour les transmettre aux générations qui suivent, tout simplement. C'est finalement assez simple d'être humain. Alors, que mettons derrière ce mot « équilibre » ? Alors, c'est vrai que nous, quand on envisage l'équilibre dans nos cultures, on cherche, même la science, quand elle questionne l'équilibre des écosystèmes, elle cherche à l'extérieur. Elle regarde comment fonctionnent les différentes espèces, les interactions entre les espèces et éventuellement les interactions entre l'être humain et les espèces aussi aujourd'hui, puisque la crise de la biodiversité, le réchauffement climatique nous montrent bien que nous avons aussi des interactions et qui sont un peu fatales pour cet écosystème. Mais on oublie une part que ces peuples considèrent essentielle dans l'équilibre, c'est l'intériorité. C'est-à-dire que, alors, il faut savoir que déjà pour construire leur savoir, ça passe chez eux par une présence au monde. Donc, un contact physique, sensoriel, donc des différents sens, la vue, mais pas seulement. Nous, on concentre beaucoup sur le sens de la vue. Pour eux, ça passe par tous les sens. Et ça passe aussi par l'intériorité, justement, le ressenti. Quel est mon lien affectif même à ceci ou cela, à telle plante, à tel animal. Donc, il y a toute une part de ce savoir qu'on ignore totalement dans notre vision du monde et qui, chez eux, est vraiment présente au quotidien. C'est-à-dire qu'ils entretiennent des liens, en fait, avec le monde qui les entoure en permanence. Et le savoir, il est issu de ça. C'est-à-dire que, bon,
Il y a des études aujourd'hui qui commencent à montrer que quand on est dans des états particuliers, qu'on appelle les états de conscience modifiés, que je préfère appeler états de conscience élargis, c'est comme s'il y avait une présence au monde extrême qui nous ouvre à une autre compréhension et à un autre regard. Et la plupart de ces peuples-là, quand ils vivent encore, quand ils peuvent vivre, quand on les laisse encore vivre sur leur terre, dans des environnements naturels, sur leur terre ancestrale, ils ont vraiment ce lien-là avec le monde dans lequel ils sont. Donc ils ont accès à des savoirs et à des détails et des choses que nous, on ne voit pas même avec nos meilleures machines et nos meilleures techniques. D'ailleurs, il y a tout un pan de la science occidentale aujourd'hui qui s'ouvre à ces savoirs et qui travaille avec même des chercheurs autochtones, notamment en Amérique du Nord, mais un petit peu partout dans le monde, pour essayer d'intégrer ces savoirs qui sont extrêmement fins et qui sont des savoirs de terrain, qui sont des savoirs acquis par l'expérience, à nos connaissances générales. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des ponts qui sont en train de se créer à cet endroit-là aussi. Donc ces savoirs, ils amènent à une autre compréhension de l'équilibre qui montre que c'est à travers nos ressentis et à travers notre expérience intérieure du monde qu'on peut construire les équilibres. Ça veut dire que, par exemple, dans leur vision, nous sommes des sociétés qui sont en colère. Et nous sommes donc des sociétés qui détruisons la vie autour de nous parce que nous sommes en colère. Alors, quand on ramène ça à leur vision générale, qui est celle des éléments, c'est qu'on a trop de feu. On privilégie le feu. Et d'ailleurs, c'est vrai que nos cultures, nos technologies sont fondées sur l'utilisation du feu. Donc, c'est intéressant de voir que leur regard, il est loin d'être naïf, comme on l'a cru. Il est simple, mais il est loin d'être naïf, en fait. Parce qu'il décrit très bien l'origine de nos déséquilibres. Et ces origines, ils sont dans l'intériorité. Et comment ils l'expliquent ? Alors, est-ce qu'ils ont besoin de l'expliquer ? Ils l'expliquent par notre déracinement, simplement, par notre déconnexion avec la nature. C'est-à-dire que dans la vision d'un Kogi, d'un Navajo, et pourtant certains vivent dans des environnements urbains comme nous, ou d'un Maasai, il y a cette idée qu'on a cette impression d'être séparés du monde. Eux ne l'ont pas. Il y a vraiment l'idée qu'il y a une continuité entre le corps de l'humain et ce qu'il ressent à l'intérieur de lui et le monde qui l'entoure. Donc, nos émotions, au-delà d'être des outils de communication, des régulateurs de nos relations, sont aussi des éléments qui font partie de l'écosystème. Il n'y a pas de limite, en fait, dans ces visions-là. Et donc, pour eux, le fait qu'on ait mis le monde à l'extérieur de nous, qu'on se considère comme séparés du monde, c'est la source de notre maladie de civilisation, de nos maladies de civilisation. Donc, ils expliquent ça comme ça, tout simplement, c'est parce qu'on ne sait plus ce qu'est la nature, on ne connaît plus notre nature, et on ne voit plus les liens entre notre nature et la nature qui est celle qui nous nourrit, qui nous soutient, qui nous porte. Alors, comment font-ils, eux, pour nourrir et maintenir ce lien avec la nature ? Quelles sont leurs pratiques autour de ça ? Alors, c'est vrai que, à la différence de nous, où on est dans des formes individuelles de soins à soi, quand on va jusque-là, pour eux, c'est dès le départ, en fait. Ils ont la conscience que l'être humain, d'abord, est une espèce sociale, et qu'ensuite, il vit un tas d'expériences qui peuvent le détourner de l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a des espaces collectifs qui sont ouverts en permanence dans toutes ces sociétés-là. Alors, ce sont des choses évidemment différentes d'un peuple à l'autre, parce que je généralise, bien sûr, je vais chercher dans ces traditions, je vais chercher ce qu'il y a d'universel. Mais chaque peuple a sa façon de faire. Les Navajos ont des pratiques rituelles de peinture de sable, de chant, etc. Les Lakota ont les huttes de sudation et d'autres ont des huttes de sudation. Il y a vraiment des moments qui sont très souvent des moments collectifs qui sont là pour guérir le lien. Guérir le lien, c'est-à-dire que c'est en guérissant les liens qu'on prend soin des individus, en fait. Après, ça peut être des espaces de parole, ça peut être des espaces où on va se mettre autour du feu, on va chanter ensemble, on va danser ensemble. Et ça, tout ça sont des espaces où le collectif se rééquilibre. Parce que dans ces visions de la vie, il y a aussi l'idée que nous sommes tous animés d'un même souffle de vie. Ce souffle de vie, alors on l'appelle parfois mystère ou invisible ou Akantanka pour les Lakota. Il y a des noms, alors ça pourrait correspondre un peu à notre Dieu. Mais dans leur vision, c'est une forme de souffle de vie qui nous traverse tous. Donc on a cette part-là qui a besoin d'être régulièrement remise au diapason du souffle de la vie lui-même. Donc il y a ce chemin-là, ce travail-là qui est fait et qui entretient aussi les relations entre les personnes. Donc il y a plein de méthodes qui sont bien plus que des méthodes. Ce sont des outils culturels qui permettent de se réunir et de se réunifier aussi au monde qui les entoure en permanence.
Quel lien entretiennent ces peuples avec les différentes générations, entre les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés? Alors ça, c'est une des clés. Peut-être qu'on a à réinvestir chez nous. C'est que pour eux, il y a une continuité. C'est vraiment des peuples, je reprends le terme de Jean Lindelof, c'est des peuples du continuum, c'est-à-dire il n'y a jamais de coupure, il n'y a pas de séparation. Donc il n'y a pas de séparation, évidemment, entre les générations. Souvent, ils se côtoient encore, comme ça pouvait être le cas chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils se côtoient sous un même toit. En tout cas, il y a des échanges qui sont permanents. Il y a l'idée que les anciens sont là pour transmettre leur expérience aux plus jeunes. Donc, il y a vraiment l'idée de... En plus, ce sont souvent des cultures de l'oralité. Donc, le savoir passe par le dialogue et le dialogue entre les générations. Donc, il y a cette vision qu'on est traversé quelque part par le temps et qu'on est porteur d'un savoir qu'on doit transmettre aux générations futures. Donc il y a cette vision chez les Amérindiens de faire en sorte que la vie soit transmise sur cette génération. Donc déjà, on pense à long terme. Et puis, en honorant la vision des ancêtres. Parce que nous, on a aussi cette particularité de se dire nos ancêtres étaient un peu idiots. Enfin, quand on pense à la préhistoire, on se dit c'était certainement un peu idiot et pas capable de grand-chose. Et c'est pas du tout certain. On n'a aucune certitude de ça. Et plus on rentre dans les détails, plus on se rend compte qu'il y avait beaucoup de savoir aussi. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces peuples, souvent, n'ont certes pas investi l'extérieur et la technologie comme nous, on la conçoit. Mais par contre, ils ont des vraies technologies de l'intériorité. Ils ont des vrais savoirs de comment mettre les humains ensemble et faire en sorte que ces humains fonctionnent ensemble, faire en sorte qu'ils dépassent leurs conflits et faire en sorte qu'ils puissent se réharmoniser. La plupart de ces peuples ont vécu des difficultés terribles. Certains ont failli disparaître. La plupart ont été au bord de la disparition. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal que ce soit les Navajo, les Lakota et bien d'autres, ils sont là. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont des connaissances et des philosophies et des approches du monde et des façons d'être en lien avec la vie qui leur permet de se relever après chaque difficulté. Donc, c'est pas exclu que dans le monde un peu bousculé dans lequel on est aujourd'hui, on puisse aussi avoir besoin au moins ces philosophies pour comprendre qu'est-ce qui fait que des humains dans des difficultés extrêmes, grâce à leur lien à la nature, grâce à leur lien à la vie, sont capables de renaître de leurs cendres quelque part. Alors, comment sont perçus et gérés les conflits chez ces peuples ? Alors, il y a plein de pratiques qui sont géniales, que je n'ai pas tout exploré dans le détail, mais il y a notamment, je dirais, ce qui est, en termes philosophiques, l'idée, c'est que quand ils se regroupent pour régler un problème, il y a toujours cette idée que la solution qui va émerger sera la meilleure. C'est-à-dire, on n'arrive pas dans une réunion en se disant « voilà ma position » et l'autre en face « voilà sa position et maintenant on va se battre ». On n'est pas autour d'une table comme ça pour dire il n'y a pas un jeu de pouvoir comme ça. C'est vraiment l'idée que déjà on est au service de la vie. L'être humain est au service de la vie, donc se penser au service de la vie, ça amène une autre posture au monde et ça permet déjà de se dire, ok, si toi, tu es au service de la vie et moi au service de la vie, on va forcément trouver la bonne solution. Donc déjà, rien que ça change tout dans la posture face aux difficultés ou aux conflits. Et puis, quand il y a un problème qui va être lié à une personne, ou il y a tout un tas de pratiques qui vont permettre à la personne de traverser ce que j'appelle dans le livre les contraires, ce qu'on considère comme opposés, et pour les rendre complémentaires. Donc, il y a vraiment un chemin, un travail d'accompagnement pour permettre à la personne de traverser les difficultés et de voir en quoi cette difficulté ou cette disharmonie qu'elle a connue ou le problème qu'elle a pu créer pour un collectif, l'idée de voir comment ça peut être réintégré dans une harmonie individuelle et collective en fait, puisque aussi dans ces sociétés, on considère que si un problème émerge, c'est pas lié à la personne elle-même, elle est pas fautive. Là, on rejoint les idées de justice restaurative, par exemple. C'est lié au système. Donc, si on considère que le système a sa part de responsabilité dans le problème, ça permet de faire grandir à la fois la personne, de résoudre le problème sans lui coller la faute comme une étiquette, et en même temps de faire grandir le système dans son ensemble. Donc voilà, ça fait partie des pratiques, des attentions particulières qui sont mises quand un conflit ou quand un problème quel qu'il soit émerge. Vous parlez de la Terre comme un diapason dans votre livre. Expliquez-nous cette métaphore.
Alors, ces peuples vivent en nature, comme je disais tout à l'heure, dans un état de présence et de connexion. Donc, ils ont accès à beaucoup de choses auxquelles nous n'avons pas accès quand on va, par exemple, se promener en forêt. On se dit, c'est chouette, c'est beau, j'ai respiré le bon air, je fais un Shirin-yoku, c'est super, le bain de forêt. Ils ont un état de présence que nous pouvons avoir parce que c'est en nous. À partir du moment où on a un corps, on a 5 sens et on a une capacité d'attention, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut développer. Et à partir de là, moi, c'est des choses que j'ai expérimentées puisque, toutes ces choses que je raconte dans mes livres, j'essaye de vivre des expériences qui m'ont permis de les comprendre, en fait. Et la Terre, effectivement, d'abord, c'est un miroir. Il suffit d'aller passer une nuit, par exemple, en forêt, avec pas grand-chose, pas à l'abri de sa tente et tout ça. On enlève un petit peu nos standards de confort habituels et on voit tout un tas de choses qui émergent. Pour moi, ça a été des expériences à chaque fois qui m'ont montré « Ah ouais, tiens, là, j'ai un petit truc à aller explorer ». Alors après, on peut très bien les explorer avec les outils de la psychologie. Mais voilà, la nature c'est un miroir qui nous renvoie ce qu'on a besoin de voir en soi. Et ensuite, le fait de rester, de vivre en nature, d'être en lien avec la nature, ça permet petit à petit de se remettre effectivement au diapason du souffle de vie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que eux, quand ils vivent là-dedans en permanence, ils ont très peu de désaccords. Alors que nous, on vit vraiment quand même dans des mondes qui sont extrêmement urbanisés. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion venant dans les rues que je pouvais pas voir où était le soleil, donc je savais pas vraiment où était l'est, l'ouest, le sud, le nord. Et en sortant du métro, je sortais du souterrain et je me disais est-ce que je peux le sentir ? Et dans ce monde urbain, c'est très difficile de savoir où on est. Dans la nature, chez ces peuples qui vivent en nature, ils savent toujours où ils sont. Et ces philosophies nous disent que savoir où je suis me permet de savoir qui je suis. Donc, ça raconte un peu aussi quelque chose de comment nous, on ne sait plus vraiment qui on est parce qu'on ne sait pas toujours où on est, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée que... mais c'est une expérience à vivre. La Terre nous remet sur notre chemin. Elle nous permet... Alors, quand on y vit en permanence, elle nous permet de ne pas trop en sortir. Et la Terre, la nature, tous les animaux... Ces traditions disent que les animaux sont nos enseignants, que les plantes sont là pour nous soigner, etc. Donc on a vraiment tout intérêt à aller explorer comment vivent les animaux, comment ils résonnent avec nos vies. Il y a tout un tas de pratiques et de chemins possibles pour aller à la rencontre de ça. Les éléments, bien sûr, j'évoquais tout à l'heure le feu, mais il y a l'eau, la terre, l'air, qui sont des éléments qu'on a en nous. Les Lakota disent que le monde est déposé en nous. Donc ce sont des moyens de se remettre au diapason du souffle de vie dont je parlais tout à l'heure. Alors, quelle est la place des individualités dans le collectif chez ces peuples ? Alors, pour nous, ça nous pose évidemment beaucoup de questions. C'est d'ailleurs probablement ce qui nous fait très, très peur chez ces peuples-là, c'est qu'ils sont collectifs. Il y a certains peuples même qui n'ont pas de « je », de mot « je » pour dire « je suis un individu ». Ils se considèrent toujours comme étant en interrelation avec l'autre. Et pour autant, je pense ça leur manque pas parce que dans leur façon d'accueillir les enfants, le jeu, il est reconnu dès le départ. Donc, quand l'enfant naît, on considère qu'il a déjà une place, donc on l'accueille pleinement. On lui permet de devenir qui il est, on lui permet de se développer. Il ne va pas y avoir les contraintes, les frustrations et tout ça qu'on trouve chez nous, chez les enfants. Parce que c'est quoi cette crise des 2 ans, là, cette fameuse crise le terrible tout ? C'est juste une affirmation de soi parce qu'on n'a pas été reconnu, parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'espace pour dire qui je suis. Et il y a un moment où il y a ce besoin de pousser les murs pour dire « Hey, j'existe !» Et dans la façon dont ces peuples accueillent, alors il y a effectivement Jean Lidloff que j'évoquais tout à l'heure et il y a eu d'autres chercheurs qui se sont penchés sur la façon d'accueillir et d'éduquer les enfants. L'enfant est non pas roi, mais en tout cas, il est souverain de son propre territoire. Et il est respecté en tant qu'être dès qu'il arrive. Et on ne va pas essayer de le formater ou de lui amener quelque chose pour en faire ce qu'on souhaiterait en faire culturellement. Mais au contraire, on va lui considérer qu'il arrive avec un don et que ce don, il a besoin de le déployer pour pouvoir être pleinement lui-même et pour pouvoir assumer sa place dans l'écosystème, dans le collectif. Donc, rien que ça, déjà, ça construit des humains qui ont une place, donc qui n'ont pas besoin d'en rajouter pour exister. Voilà. Mais dans votre livre, vous décrivez bien que les enfants sont quand même actifs dans la vie, totalement. En plus, dans la vie collective, c'est-à-dire qu'ils participent physiquement. Ils ont une place. Donc, quand ils ont envie de jouer à faire comme papa qui va à la chasse ou comme tonton qui va faire le jardin ou qui va tailler ou affûter une machette et tout ça, ils peuvent jouer à ça. Et on les empêche pas de jouer à ça. Ils jouent à être des grands.
Et c'est comme ça qu'ils apprennent, en fait. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que l'humain apprend par imitation. Enfin, on a vraiment les neurones miroirs et on a vraiment ce besoin d'imiter pour pouvoir apprendre. Et donc, ça, c'est encouragé, en fait. Chez nous, on va avoir l'enfant qui va prendre une assiette, on va dire, attention, tu vas la casser. Enfin, il y a tout un tas de choses où on va limiter son désir de participer, alors que ça, c'est un élan. L'enfant naît avec un élan de vie. Et normalement, cet élan, on l'a en nous. Et si on l'entretient, c'est lui qui nous permet de créer, qui nous permet de devenir qui on est, d'être créatif, de trouver notre voie, etc. Et toutes ces petites choses où on dit « Attention, tu vas te faire mal. Oh non, t'es trop petit, tu n'y arriveras pas. » Tout ça, ça empêche. Et ça crée quelque part des frustrations et des envies, à un moment, des besoins d'affirmer ce jeu peut-être un peu plus fort que dans ces sociétés-là. Et alors, donc il y a ces sociétés où il n'y a pas de jeu, et c'est vrai que c'est pas notre culture, donc on n'y arrivera pas, mais on peut par contre un peu assouplir et faire en sorte que les individualités puissent devenir qui elles sont. Et dans ces sociétés, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même des espaces qui sont ouverts pour que les personnes puissent chercher qui elles sont. Il y a des rituels, il y a des rites de passage, il y a des moments de pratique où ils vont pouvoir partir en retraite, des sortes de retraites, disons, pour justement explorer tout un tas de choses et essayer de se connaître. En fait, la connaissance de soi, elle est essentielle dans ces sociétés. Et nous, c'est un à côté, la connaissance de soi. Enfin, on parle justement de développement personnel. C'est quoi d'autre qu'un déficit d'espace pour se connaître ? Donc voilà, ça fait partie de notre chemin d'humain, de se connaître. Et pour pouvoir déployer qui on est, pour pouvoir déployer ce don, justement, que la nature nous a donné dans ses visions. Et ce don, il nous est donné par la vie elle-même. Donc, on se doit de la déployer pour pouvoir participer à l'écosystème. Comment expliquez-vous que dans nos sociétés occidentales, le jeu qu'on utilise n'arrive pas à rejoindre la singularité des individus qui composent cette société occidentale ? Alors, justement, parce que nous sommes faits de frustration et de blessures depuis l'enfance et qu'on considère que c'est normal. On considère que c'est ça qui va nous construire. C'est un peu une vision un peu carrée de la construction de l'enfant. Alors que, justement, dans ces sociétés-là, on considère que c'est parce qu'on va aller à la recherche de soi, qu'on va laisser ces espaces-là, qu'on va pouvoir vraiment se connaître. Et à partir de là, l'ego n'est plus égo, il est éco. C'est-à-dire qu'il se considère en lien avec les autres et avec l'écosystème. Et il y a aussi, dans ces apprentissages, y compris les rituels de passage, qui viennent amener à la conscience de faire partie d'un monde plus grand que soi, de faire partie d'un collectif plus grand que soi, et à la conscience de la responsabilité qu'on a dans ce collectif. Et chez nous, les rituels de passage, il n'y en a pas. Enfin, il y a le permis de conduire. Ouais. Il nous amène éventuellement à prendre conscience de la responsabilité qu'on a quand on est au volant, mais peut-être que ce serait intéressant de savoir, d'apprendre la responsabilité qu'on a d'être au volant de sa vie. Et voilà, il y a tous ces espaces-là. En fait, dans ces sociétés, ils sont déterminés, construits, parce qu'on sait que si l'humain ne passe pas par ces étapes-là de compréhension de qui il est, et de compréhension de qui il est au sein du groupe et de qui il est pour la vie, de sa responsabilité à l'égard de la vie, s'il passe pas par là, eh bien, il peut pas participer à un collectif. On sait qu'il va aller de travers quelque part. Donc, voilà, ces sociétés sont construites sur des modèles qui leur permettent d'accompagner l'humain dans son déploiement, puisqu'à l'arrivée, ce déploiement, ça nous fait peur quand on les voit vivre tous ensemble, comme ça, on se dit « Ah, mais ils n'ont pas de liberté, ils peuvent pas... » Et en même temps, ils arrivent... l'idée, c'est qu'on trouve son don pour le déployer. Et donc, quand on déploie son don, on est dans l'épanouissement. Donc, finalement, de quoi rêve-t-on à part de s'épanouir ? Voilà. Et si on s'épanouit en plus au service du collectif et de la vie, c'est un cercle vertueux quelque part. Donc, c'est intéressant de voir qu'elles se sont construites sur l'idée de ce cercle vertueux, qui est un cercle de vie qui nourrit la vie. Et que nous, on est sortis complètement, on est dans une vision très linéaire et pas du tout en cercle. On est sortis de cette idée-là et il y a des espaces à vraiment réinvestir chez nous qui pourraient permettre de fonctionner de cette façon-là. Alors ça peut nous faire peur parce qu'on a peur de perdre ce qu'on appelle la liberté. Mais justement, c'est intéressant de voir que la liberté, c'est un des aspects que j'explore dans mon livre, notamment la notion de liberté qu'on entend aujourd'hui, qui est née au moment des Lumières, etc., semble venir précisément des peuples d'Amérique du Nord. Et qu'au moment des Lumières, ce sont des idées, donc ça c'est des recherches qui ont été faites par des chercheurs britanniques, donc un livre qui s'appelle « Au commencement était », qui fait vraiment état de tout ça, et qui montre comment nous étions déjà à cette époque-là dans une forme de hiérarchie, que ce soit les missionnaires ou que ce soit tous les explorateurs, il y avait toujours une idée de hiérarchie.
Et quand ils arrivaient là-bas, ils voyaient des gens qui étaient extrêmement libres et autonomes et qui ne supportaient pas la subordination. Donc il y a cette idée-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plein d'échanges à cette époque entre l'Europe et l'Amérique du Nord et des autochtones, semble-t-il. Et les Lumières ont trouvé dans cette idée l'idée magnifique de la liberté, de l'égalité, voilà, qui existait chez ces peuples-là. Mais on a ramené ça en se disant « Waouh, c'est super l'égalité, la liberté », mais sans savoir d'où venait cette liberté, cette égalité. Et c'est intéressant de voir que dans les paroles qui ont été transmises et qui aujourd'hui, certaines ont été publiées, on voit l'idée que, en observant les écosystèmes, ils voient que chacun a une individualité et que parce que chacun a une individualité, une particularité, un rôle dans l'écosystème, on fait en sorte qu'il puisse déployer cette particularité, ce rôle dans l'écosystème. Et c'est ça qui fonde la liberté, en fait. Donc, on va respecter l'autre parce qu'on sait qu'il est souverain, autonome, qu'il a son propre don. Donc, on va respecter son espace de la même façon que l'autre va respecter notre espace parce qu'il sait qu'il ne va pas avoir besoin d'intervenir sur l'espace de l'autre. Et là, on sort de la lutte de pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe entre les jeux, dans les conflits, dans tout ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure? C'est des luttes de pouvoir. Et donc, ce sont des philosophies qui permettent de sortir des luttes de pouvoir, de reconnaître la souveraineté de l'autre. Là, il y a vraiment aussi des clés à aller chercher dans cette vision-là, de se dire, oui, on peut être des humains qui vivons ensemble sans être dans des luttes de pouvoir. Il y a de l'expérience, bien sûr. Il y a le respect de l'expérience de ceux qui ont des anciens, dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui ont vécu un chemin et qui ont donc un savoir-faire et qu'on va respecter parce qu'ils ont ce savoir-faire. Mais ces gens-là ne vont pas prendre le pouvoir sur ceux qui ne savent pas. Ils vont transmettre le savoir, ils vont permettre de l'expérimenter, ils vont permettre aux autres de grandir. Donc c'est vraiment des visions qui sont complètement différentes. Et quand notre monde de pouvoir a rencontré ces sociétés qui vivaient dans la liberté, elles ont appliqué ce qu'elles savaient faire, c'est-à-dire prendre le pouvoir en fait. La gratitude comme loi, et même plus comme un état d'être, est commune à ces peuples. Elle naît de leur conscience du soutien que leur offre la terre, ses cycles et tout ce qui y vit. L'autre jour, m'a raconté Puanani Burgess, en guise d'introduction à nos échanges, j'étais assise sous mon manguier et je me suis dit, je suis assise ici et ce manguier fait son travail sans que je n'y sois pour rien. Il transforme le dioxyde de carbone en oxygène et ne me demande rien en retour si ce n'est ma gratitude. Parce que nous sommes liés l'un à l'autre. Donc de même que je prends soin de mes enfants, je prends soin de cet arbre. Moi, je l'imaginais assise sous cet arbre, sur sa terre de l'autre côté du monde, à Hawaï, et je pouvais sentir ces liens invisibles avec lui. Et déjà, ces liens nous réunissaient. Instantanément, je pensais à tous ces liens plus qu'humains que j'ai moi aussi, ici, sur ma propre terre. Ça éveillait naturellement en moi le même sentiment de gratitude et rappelait à ma conscience notre appartenance commune à un monde plus grand, dont la générosité nous permet de vivre. Au-delà des cultures et des océans, la terre nous avait reliés. Federica, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que cette notion de gratitude, c'est la clé du lien dans ces sociétés, du lien entre les humains, du lien à soi aussi, parce qu'on a le droit d'être en gratitude vis-à-vis de soi, et du lien au monde qui nous soutient. Il évoque la générosité de la terre. Et c'est vrai que cet échange que j'avais eu avec cette aînée hawaïenne, il m'a incroyablement touchée. D'abord parce que c'est une aînée, parce qu'elle a une vie incroyable, elle a fait des choses fabuleuses. Elle s'est battue à la fois pour son peuple et pour ce que nous appelons l'écologie, donc pour sa terre. Et en fait, j'ai réalisé qu'elle avait fait ça comme ça d'emblée. Dans notre coup de fil, la première chose dont elle m'a parlé, c'est cette histoire de manguier. Et que oui, ça m'avait touchée profondément parce que je me suis dit, cette femme qui est là-bas, tout à fait ailleurs, que je ne rencontrerai probablement jamais, qui a toute cette expérience de vie, elle m'a fait toucher à ce qui est en moi et me met en lien à la vie. Et elle m'a ramené en fait à ma propre essence reliée quelque part. Voilà. Et la gratitude, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien plus que juste... nous, on voit ça comme oh, merci, c'est gentil, tu m'as fait ci. Enfin, on voit ça comme un
une reconnaissance de dette, quelque part. Alors que dans ces visions, la gratitude, c'est un état d'être intérieur. C'est vraiment quelque chose de très différent. C'est-à-dire, c'est parce que je me réveille le matin avec la gratitude que le soleil se lève, qui permet à la vie d'être là, aux arbres de pousser, à moi de profiter de sa lumière, de sa chaleur, etc. C'est parce que je vais avoir la conscience de tout ça, que la terre permet de me nourrir, etc., que aussi je vais rencontrer des personnes qui vont nourrir ma façon d'être, qui vont me permettre de grandir. C'est parce que je vais avoir cet état à l'intérieur de moi que mon élan de vie va pouvoir continuer à être nourri et que la vie, le souffle de la vie va circuler en moi. Voilà. Donc c'est vraiment bien plus, c'est pas du tout je te dois quelque chose, c'est pas du tout cette idée-là. C'est je sais que je suis en lien, j'ai la conscience de ce lien. Et là, quelque part, le jeu dont on parlait, le jeu égotique dont on parlait tout à l'heure, il peut commencer à s'effacer. Donc pour moi, c'est la clé que détiennent ces peuples-là. C'est cette idée de tous les matins avoir conscience que je suis ce que je suis grâce à tous mes liens. Et donc je suis en joie d'être ce que je suis grâce à tous mes liens et à tout ce que je vis. Même à travers les épreuves, on apprend des choses et on peut être en gratitude de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. Voilà, on est dans une vie, dans une expérience spirituelle qui nous fait vivre des choses dans la matière. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réaliser que tous ces liens ne sont que l'expression de l'unité quelque part qui nous fait de ce souffle de la vie. Donc comment ça vient me remettre moi au diapason de là où je suis, de comment ça me permet d'inscrire un chemin qui est cohérent, qui est nourrissant et qui chaque jour me donne le sentiment de grandir. En fait, c'est ça la clé pour moi que nous propose la gratitude. Comment pouvons-nous, dans nos vies, alors j'ai bien compris que se lever le matin, remerciant le soleil, le ciel, remercier simplement d'être vivant était l'une des clés. Y en a-t-il d'autres pour pouvoir installer durablement, enfin, en tout cas, ce sentiment de gratitude en soi et pouvoir ainsi attirer des choses qui nous font du bien? La clé, c'est la conscience de ça déjà, la conscience de où j'en suis. Est-ce que je suis dans cet état de gratitude ou pas? Et quand je n'y suis pas, qu'est-ce qui m'empêche d'y être? Qu'est-ce qui peut me permettre de le retrouver? Voilà, donc il y a vraiment ce travail-là. Et puis, il y a tout un tas... alors, évidemment, les pratiques de reliance, alors la nature nous amène à ça, simplement. Je veux dire, il suffit d'aller faire un tour dans les bois, même sans... aller un petit peu de conscience quand même, mais de regarder autour de soi que ce monde est plus grand et qu'on fait partie d'un monde beaucoup plus grand que nous. Et que ce monde, il est relié à nous, ressentir que lui aussi nous ressent. Enfin voilà, il y a cette idée de se dire que on fait partie d'un écosystème et tout ce qu'on ressent à l'intérieur fait partie de cet écosystème. Ça permet déjà aussi de se dire, tiens, je vais peut-être laisser le vent traverser un peu et nettoyer toutes mes pensées, là, tout ce mental qui tourne en boucle, laisser un peu, ou aller s'immerger dans l'eau et tout ça. Enfin, ça permet d'enlever un petit peu tous ces blocages qu'on crée en permanence avec notre mental. Et puis, y a dans les pratiques, il y a même chose. Cet état de gratitude, il amène à la joie. Les Maasai disent que la joie, c'est l'énergie de la vie. Qu'est-ce qui me sépare de la joie? C'est vraiment une question qui est intéressante à se poser. Qu'est-ce qui me sépare de la joie? Quelles sont les voies que je peux trouver moi? Parce qu'il n'y a pas de méthode toute faite. Quelles sont les voies que je peux trouver moi pour me réveiller ma joie? Ça va être peut-être tous les jours se donner 20 minutes d'un truc qui vraiment nous amène de la joie. Ça peut être tout simple en fait, parfois. Et puis c'est un cercle vertueux, ça aussi. C'est parce qu'on va commencer à développer ces pratiques-là qu'il va y avoir de plus en plus de joie qui va venir ou qui va revenir. Les Navarros ont la voix Ojo, qu'on traduit par voix de la beauté. Dans ce terme Ojo, il y a tout un tas de concepts qui sont l'amour, l'humour, la joie, la compassion, l'équilibre, l'harmonie, l'humour. Et en fait, l'idée, c'est que dès qu'on n'est pas dans cette notion, on n'alimente pas. Voilà. Donc, par exemple, si on a des peurs, si on a des choses, on alimente, on prend conscience que c'est là, on ne les alimente pas et on essaie de voir à l'intérieur de ces quelques mots de la beauté, Ojo, qu'est-ce qui peut nous permettre de revenir dans ce cercle-là. Donc voilà, c'est l'idée de revenir toujours dans ce cercle de beauté et ne pas alimenter le reste. Et c'est puissant, c'est beaucoup plus puissant qu'on l'imagine. Parce que si on passe en revue notre quotidien en pensant à ça, on voit qu'on ne cesse d'alimenter d'autres zones que celle-ci. Ça ne veut pas dire ne pas s'en occuper, ça veut dire simplement on les voit. Et on les voit et hop, on les transforme en autre chose. Et ça, c'est essentiel parce qu'on a des sociétés qui fonctionnent sur le contraire. C'est-à-dire on fonctionne sur l'opposition, on fonctionne sur la peur, sur la colère, sur l'affirmation de soi un peu brutale. Et vraiment, il y a un équilibre à retrouver. On ne fait plus ce chemin de remettre de la beauté dans sa vie.
Donc il y a un équilibre à retrouver en donnant toute sa place à la beauté. Vous dites dans votre livre, la vie cherche toujours son équilibre, et vous parlez aussi beaucoup de l'harmonie des contraires. À quoi se joue cette harmonie ? Comment la trouver, l'harmonie des contraires ? Déjà, si on peut, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être le redéfinir. Et comment trouver cette harmonie dans ces contraires, qui sont contraires, j'imagine, c'est peur, amour, joie, colère. Ouais, ça va être alors, c'est le jour, la nuit, le chaud, le froid, la vie, la mort. C'est effectivement la joie, la tristesse, la colère, la paix, l'amour, la peur. Enfin, voilà, ce sont des opposés qui nous traversent en permanence. Donc déjà, l'idée, c'est d'apprendre à ne pas forcément s'identifier à ces ressentis, savoir qu'ils sont là, qu'ils sont de passage, qu'ils sont comme la vie dans laquelle on fonctionne. Un jour, il fait beau, le lendemain, il fait froid. Voilà. C'est vraiment ces idées-là. Donc, apprendre à ne pas s'identifier à ça et savoir que ce sont des éléments qui sont là de passage. Et puis, justement, se souvenir que sans la tristesse, peut-être que la joie n'a pas la même saveur. Apprendre à les harmoniser en soi. Alors, c'est difficile de donner une méthode parce que c'est vraiment à travers l'expérience. Ça ne se vit qu'à travers l'expérience. Et ouais, on sait que, par exemple, c'est le jour où on a affaire à la mort que la vie prend sa saveur. Et il y a vraiment ce chemin-là qui est un chemin d'expérience qui fait que chez nous, on se protège beaucoup de l'expérience dans nos sociétés. On veut que rien ne nous arrive. Alors, ça marche pas, parce que la vie, elle est faite d'épreuves et d'expériences qu'on doit traverser. Mais on essaie de s'en protéger un maximum. Et dans ces cultures, les anciens, ils ont l'expérience parce qu'ils ont vécu tout ça. Ils se sont pas cachés derrière plein de choses. Et nous, on apprend à se cacher, en fait. On apprend à se cacher de nos propres peurs. On apprend à se cacher de tout ce qu'on n'a pas envie de rencontrer. Mais on le rencontre quand même. Donc, parfois, c'est un peu plus brutal. Et l'idée, c'est que chez eux, ils harmonisent cette idée-là. Déjà, rien que j'évoquais la vie, la mort, elle n'est pas du tout cachée dans ces sociétés. Chez nous, elle est totalement cachée. C'est quelque chose qu'il faut... Ça devient tragique parce qu'on n'en parle pas. Alors que pour eux, ça fait partie de la vie. Donc, c'est naturel d'un jour de mourir. Voilà, c'est un jour, on meurt. Si on est vivant, c'est qu'un jour, on meurt. D'ailleurs, on voit que selon les cultures, les rituels liés à la mort sont très différents. Oui, ils sont très différents, mais en tout cas, ils permettent de ramener cette idée-là dans la vie. Et nous, c'est vrai qu'on a quand même fait l'impasse sur ça. Et puis, il y a plein de choses dans des domaines, par exemple, on est toujours en action. On est surmené, on est en suractivité en permanence. Il n'y a pas d'espace qui soit des espaces de respiration. Ou alors, c'est des petites vacances comme ça, ou alors on est à fond tendu toute l'année, et puis d'un coup, on relâche tout, donc on n'a plus du tout d'énergie. Voilà, et ça fait partie des opposés qu'on a vraiment à réharmoniser en nous. Alors, ça peut se faire individuellement, et ce serait intéressant de l'envisager de façon collective aussi, de repenser, par exemple, comment on découpe notre temps pour arriver à nous permettre de vivre plus en harmonie avec notre corps, parce que notre corps, il est fait aussi de ces équilibres-là. Entre la nuit, le jour, le repos, l'action, le sommeil, l'éveil, l'inspiration, l'expiration. On ne peut pas être toujours en train de produire et d'expirer, quoi. Il y a des moments où il faut... on se pose, on inspire. Voilà, il y a vraiment des équilibres à retrouver dans ces espaces-là. Et ça fait partie de l'harmonisation des contraires. Donc, en fait, notre vie est faite d'opposés. Et selon la façon dont on les tricote, on arrive à trouver un chemin d'équilibre, un chemin de paix, en fait, à l'intérieur de soi. Et c'est ça que visent ces sociétés, et que visent leurs rituels, et que visent leurs pratiques. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, Federica ? Pour moi, c'était un peu l'aboutissement, on va dire, d'une dizaine d'années d'exploration de ces sagesses et de ces savoirs. Et j'avais l'impression d'avoir dit plein de choses. Alors, j'avais beaucoup cité des personnes. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai compris de ça ? Et qu'est-ce qui est important pour moi de dire pour réinspirer la société dans laquelle je vis ? Parce que c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que souvent, on voit ces peuples et on se dit, waouh, ils sont géniaux. Alors oui, ils sont géniaux. Mais ce qu'ils ont de géniaux, c'est qu'ils ont justement des philosophies qui amènent à toucher l'essence de ce que c'est qu'être humain et qu'on avait donc certainement au départ et qu'on a oublié.
Et pour moi, qui me sens très en lien avec la nature, avec la terre, qui est grandie dans la nature, donc pour moi, j'ai peut-être en partie cette conscience du fait que la terre est, comme ils disent, la terre-mère, celle qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous porte, etc. Et je vois qu'elle est en difficulté aujourd'hui à cause du fait que nous sommes malades et que notre maladie est en train de la toucher aussi. J'avais vraiment ce besoin de me dire, OK, ces philosophies, elles nous ramènent aux essentiels qui permettent d'essayer de reconstruire des sociétés un peu plus harmonieuses. Donc voilà, j'avais vraiment ce besoin de témoigner de ça, d'aller au bout de cette réflexion et de dire, OK, toute cette réflexion des peuples racines, à quoi elle peut vraiment nous servir aujourd'hui pour retrouver nos propres équilibres. Et donc ces 8 principes, quels sont-ils ? Alors, ces 8 principes, le premier, on l'évoquait tout à l'heure, c'est la vie cherche toujours son équilibre. Autrement dit, il vaut mieux aller dans ce sens-là, parce que sinon, si on n'est pas dans une recherche d'équilibre, on prend le chaos de face, et c'est probablement ce qui nous arrive collectivement aujourd'hui. Il y a tout ce qui est à une raison d'être, à une place. Ça aussi, on l'évoquait, même voilà, on arrive avec ce don de l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie et comment ça permet de réinspirer nos façons de fonctionner, nos façons d'être. Il y a le jeu est un instrument à réaccorder. Ça, c'est le chemin de travail et de connaissance de soi. La terre et le diapason, on l'a évoqué. La terre donne le tempo, c'est que on veut tout de suite et on est dans l'immédiateté aujourd'hui. Et la terre a son temps. Et la terre, elle est aussi dans nos corps. Et aujourd'hui, on est en souffrance. Nos corps sont en souffrance d'être dans cette immédiateté. Donc, il y a tout ce principe-là à remettre aussi au cœur de nos vies. La qualité de la relation est le symptôme de l'équilibre, parce que ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est un point quand une relation commence à être problématique, que ce soit notre relation entre nous, notre relation à nous-mêmes ou notre relation à la vie, c'est un symptôme de déséquilibre. Donc, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Et il y a des façons de réharmoniser ça. Ensuite, c'est le 7e principe, c'est que tout se construit dans la pensée. On n'y pense pas, mais notre pensée est l'invisible qui crée le monde qui nous entoure. Donc, il y a quand même ces peuples nous montrent qu'il est essentiel d'aller mettre en lumière ce qui se passe en nous et aussi donc à travers la parole qui diffuse cette pensée. Et puis, la dernière loi, c'est une seule intention, la beauté. On l'évoquait tout à l'heure. C'est dans la beauté, façon Ojo, telle que la voient les Navarros, que peut se construire justement un monde qui soit en équilibre. En quoi croyez-vous ? Dans l'intelligence de la vie, dans le souffle de la vie, la cohérence de ce système et je crois que j'en fais partie et que nous en faisons tous partie et que nous avons donc la responsabilité de faire en sorte que cette cohérence, cette intelligence et ce souffle puissent continuer de circuler. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? La vie, les animaux, les oiseaux, le bruit de l'eau, le soleil qui se lève le matin, l'amitié, le regard de ma fille, ma fille qui grandit. Oui, qui a quel âge maintenant ? 14 ans. Waouh. Qu'est-ce qui vous effraie ? Qu'est-ce qui m'effraie ? Plein de choses. Qu'est-ce qui m'effraie ? L'inconscience, en fait. C'est l'inconscience qui m'effraie le plus. L'inconscience dans toutes ses expressions. Elle me rappelle que je ne suis pas à l'abri de cette inconscience et que cette inconscience, elle a besoin de son contraire et que si elle ne le rencontre pas, on peut se retrouver dans des situations qui sont complexes. Donc oui, l'inconscience m'effraie parce que c'est le contraire de la vie. Quand j'évoque ce souffle de la vie, c'est notre conscience fait partie de ce souffle de la vie. Donc quand je rencontre l'inconscience, je me dis, oula, il y a du chemin. Voilà. Mais je ne désespère pas et j'essaie d'alimenter l'opposé, le contraire, d'essayer de rééquilibrer ça. Qu'est-ce qui vous met en colère ? L'inconscience. L'inconscience et dans ces cas-là, j'essaye d'utiliser cette colère pour réveiller ma propre énergie. Voilà. Ça, c'est probablement de cette colère contre l'inconscience que vient mon travail, mon écriture, mon engagement à cet endroit-là. Donc merci à cette colère-là d'être là. Ouais. Comment vous faites pour la canaliser, cette colère ? Alors, il peut m'arriver d'aller plonger dans l'eau.
d'aller prendre une douche fraîche aussi. Il peut m'arriver de chanter ou de danser. Oui, de danser, c'est pas mal. Danser quand on a un truc là qui déborde un petit peu, ça peut être... Dans l'immédiat, c'est ça. Et ensuite, c'est de prendre conscience qu'elle est là et qu'est-ce qu'elle vient de me dire, qu'est-ce qu'elle vient me raconter. Et donc, comment elle peut nourrir mon action dans une intention de réharmonisation. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? La nature, le sourire de ma fille. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Prendre le temps d'aller justement me mettre au diapason de la nature, prendre le temps de l'intériorisation, m'offrir ces temps qui sont pas valorisés dans nos sociétés justement, qui sont des temps d'inaction. Voilà, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Le temps d'inaction, d'être là, tout simplement. On peut appeler ça de la méditation parfois. On peut appeler ça juste de la connexion aussi. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites et qui vous fait du bien ou qui résonne en vous Ça, c'est une bonne question. C'est une question piège. Non, il n'y a pas de question piège. Mes pensées font partie de l'écosystème. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant ce bouquin-là. Mes pensées font partie de l'écosystème. Donc, comme j'ai envie que l'écosystème soit beau, j'essaye d'entretenir des pensées qui soient belles. Eh bien, merci Federica. Merci Amal. Federica, merci infiniment pour cette discussion enrichissante. Et si la Terre parlait est une source précieuse de sagesse et d'inspiration. Il nous rappelle l'importance de l'équilibre, de l'harmonie des contraires et de notre connexion profonde avec la Terre. En embrassant l'incertitude et en apprenant des systèmes naturels qui ont résisté à l'épreuve du temps, la sagesse des peuples racines que vous mettez en lumière nous offre des leçons d'antifragilité, montrant comment tirer parti du désordre pour renforcer notre résilience personnelle et collective. Chers auditeurs, j'espère que vous avez trouvé cette conversation aussi inspirante que moi. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.